C'est un petit village blotti à l'ombre des Carpates, dans le nord de la Roumanie. À Botiza, près de la frontière ukrainienne, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que vivent et travaillent Gheorghe Glodean et sa femme Maria, depuis toujours, et probablement pour le restant de leur existence. Ils vivent pour travailler et travaillent pour vivre. 6 jours par semaine, 10 à 12 heures par jour, par tous les temps. Gheorghe et Maria n'ont pas beaucoup d'argent, mais sont-ils pauvres pour autant? Ici, l'herbe est très fraîche et dense. Nous n'enrichissons la terre qu'avec du fumier. C'est ça qui la rend si grasse. Et puis on a toujours labouré avec une charrue et des chevaux, comme nos ancêtres. C'est aussi avec la charrue que nous transportons le fumier. Comme ça se fait depuis des centaines d'années. Mon père vit encore, il a 96 ans et il est en bonne santé. Moi, j'en ai 59. Et je travaille la terre comme lui. Je trouve ça très beau. Nous n'achetons rien dans les supermarchés, ni viande, ni lait, ni œufs. Nous mangeons le fruit de notre travail et nous l'obtenons par des méthodes traditionnelles. La Roumanie est un pays agricole. Près de 5 millions de petits paysans, soit un quart de la population, vivent de ce qu'ils produisent sur leurs lopins de terre. On doit encore faucher l'herbe et l'empiler en meule. Ici et là-bas. C'est bon, il n'y a pas de nuages à l'horizon. Ici, les journées sont rythmées au gré des tâches qui doivent être accomplies. Pour nous, le travail à la main est ce qu'il y a de plus efficace, surtout quand il s'agit de couper l'herbe. Si on utilisait une tondeuse, on disperserait de l'essence dans l'air. Et les vaches en mangeraient avec le foin. Il faut que leur nourriture reste naturelle. Et puis, avec une tondeuse, l'herbe ne se coupe pas aussi bien qu'avec une faux. Au beau milieu de l'Europe, Botiza n'est qu'à 3 heures à vol d'oiseau de Strasbourg. Et pourtant, c'est un tout autre monde qui s'offre à nous. Le numérique et la mondialisation ne sont pas encore arrivés jusqu'ici, mais ce semblant de retard ne serait-il pas finalement une chance pour la Roumanie? Viskri, en plein cœur de la Transylvanie. Il y a près de 1000 ans, ce village, appelé alors Weiskirch, était habité par des colons allemands qui ont protégé l'ouest de l'Europe de la menace ottomane. Après la chute du communisme, la plupart des Saxons de Transylvanie sont allés tenter leur chance en Allemagne. Le village était à l'abandon. Aujourd'hui, il figure au patrimoine culturel de l'UNESCO. Car à Viskri, on met un point d'honneur à conserver tout ce qui peut l'être et à le rénover le plus fidèlement possible. Dans cette maison, sous ce toit en terre cuite, ont vécu plus de 3 générations. La maison date de 1800. Et c'est à ce moment-là qu'on a posé ces tuiles. Nous les vérifions une par une, à la main. On les trie, on remet les bonnes, on remplace celles qui sont abîmées. En somme, nous faisons de la restauration.
Gheorghe Lascu est le tuilier du village. Mais ses talents sont connus bien au-delà de Viskri. Combien tu as dit? 2000? Non, 2500 plutôt. Il faut compter 2 semaines, pas avant. Gheorghe Lascu a 53 ans. Il a installé sa tuilerie sur les collines qui surplombent le village, là où l'argile est la meilleure. Le maître artisan fabrique ses tuiles et ses briques à la main, avec des gabarits vieux de plusieurs siècles et une technique tout aussi ancestrale. Le plus important, c'est l'argile et la bonne proportion de sable auquel il faut la mélanger. Après avoir été moulées, les tuiles sèchent à l'air libre 2 à 3 semaines. Ensuite, elles sont cuites 2 jours et 2 nuits durant, sous surveillance constante. Si Gheorghe est aujourd'hui un artisan respecté de tous, c'est grâce à une ancienne camarade de classe, Caroline, une femme qui porte à bout de bras le projet de rénovation du village. Mes ancêtres étaient briquetiers, mais depuis 2 générations, personne n'avait plus pratiqué cet artisanat-là. On se connaît depuis très longtemps avec Caroline. Un jour, elle est venue me voir et a tout fait pour me motiver. Allez, Gheorghe, viens nous faire des tuiles. Mais Madame Caroline, je n'en ai jamais fabriqué. Elle a insisté. Allez, Gheorghe, tes ancêtres étaient briquetiers. C'est ce qui m'a décidé. Tu ne vas pas le regretter. Nous avons investi beaucoup d'argent pour notre village, pour Viskri. Maintenant, je suis très content et très fier de participer à cette restauration. Après le départ de la plupart des habitants d'origine allemande, ce sont des gens comme Gheorghe qui ont sauvé Viskri du naufrage, trouvant ainsi pour eux-mêmes de nouvelles perspectives d'avenir. À quelques 300 km de là, dans la région de Maramuresh, le village de Botiza n'a pas connu cette mutation. Ici, seuls quelques jeunes sont allés s'installer à l'ouest, comme les enfants de Gheorghe et Maria partis en Angleterre et en Italie. La plupart des habitants du village étaient trop pauvres pour s'en aller, et aussi très attachés à leur terre natale. Ce sont mes aïeuls qui m'ont appris le filage de la laine. C'est un héritage transmis de génération en génération. Les jeunes filles l'apprennent et le pratiquent elles aussi aujourd'hui. Si je n'arrive pas à aller au bout de mon ouvrage, elles viennent m'aider. Maria Glodean a terminé son travail au champ. Elle se rend chez son amie Ileana. Il y a quelqu'un? Je suis là. Viens voir. Alors, dis-moi, Les bacs sont remplis pour que tu me laves quelques tapis? comme d'habitude. Allons-y. D'accord. Voici la blanchisserie du village. Détournée, l'eau du ruisseau s'écoule dans d'énormes bacs en bois qui permettent de laver facilement tapis, couvertures et autres articles volumineux. Seul problème, lorsqu'il pleut très fort, l'eau devient boueuse et le pressing naturel inutilisable. Son fonctionnement est on ne peut plus simple. À l'inverse d'un tambour de machine qui tourne dans l'eau, ici c'est l'eau qui brasse le linge placé dans les bacs. Évidemment, il est impossible d'augmenter la température de l'eau, mais de toute façon, la laine se lave à froid. Aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis toute petite, il y a ces tourbillons dans la rivière, près de Botiza et près du moulin.
Autrefois, on lavait aussi nos vêtements ici. Il faut dire qu'on ne portait que de la laine épaisse. Il n'y avait ni anorak, ni veste, ni manteau. Oui, tout était en laine. La seule possibilité pour laver notre linge, c'était ici. On n'avait pas de machine. C'est réservé aux dames chics. C'est ça notre machine à laver automatique. Voilà notre machine. Et tout sort bien propre, gratuitement et depuis de très nombreuses années. Sfântu Gheorghe, un petit village de pêcheurs situé à l'extrême sud-est de la Roumanie, là où le Danube s'écoule jusqu'à la mer Noire par un delta de 5800 km². C'est ici que vit depuis plusieurs générations la famille Dimace, Émile le père, Maria la mère et leur fils Dragoș. Le delta du Danube est une réserve de biosphère protégée par l'UNESCO, un paradis pour plus de 5000 espèces d'animaux et de plantes, et aussi pour les ornithologues et amoureux de la nature du monde entier. Les pêcheurs locaux, eux, ne savent pas encore comment tirer profit de ces richesses naturelles. Mon frère et mes grands-parents étaient pêcheurs. Moi, au départ, je travaillais à la ville. Mais il y a 26 ans, je suis revenu au village. Je suis devenu pêcheur après la Révolution. Dans ce coin, il n'y a pas d'agriculture. Alors nous ne vivons que de ce que nous arrivons à pêcher. Si les perspectives pour la préservation de l'environnement sont réjouissantes, l'avenir pour les pêcheurs semble lui plutôt sombre. Le fils d'Émile Dimace a 19 ans. Et pour Dragoș, ce pourrait bien être sa dernière saison de pêche. Je vais encore à l'école. Mais j'aide aussi mes parents. À la fin de mes études, j'aimerais bien partir d'ici. Parce que la pêche, ce n'est pas un métier d'avenir. On réduit continuellement les zones de pêche. Ici, il n'en reste plus que 2 grandes que les pêcheurs du village se partagent. Mais les poissons ne restent pas dans ces zones. Ils bougent sans cesse. Et on n'a pas le droit d'aller là où ils vont. La pêche est encore autorisée sans restriction dans l'un des 3 bras du Danube, le canal de Sfântu Gheorghe, situé au sud. Après avoir laissé dériver leur filet 3 heures durant, Émile et Dragoș remontent leur prise. C'est tout. Pendant le communisme, lorsqu'il y avait encore des bassins d'élevage sur le cours supérieur du Danube, les pêcheurs n'avaient aucun souci à se faire. Aujourd'hui, ils ne peuvent pêcher que là où les normes de l'Union européenne le permettent. Les pêcheurs sont pris dans la nasse, quelque part entre le passé et l'avenir. À Viskri, en revanche, les gens ont misé à temps sur une tendance très actuelle, mettre à l'honneur les traditions et valeurs anciennes. Les habitants ont restauré leur village avec soin et amour du détail. Aujourd'hui, dans les rues de Viskri, on croise aussi bien des tracteurs que des touristes. L'an dernier, plus de 800 nuitées ont été enregistrées dans ce petit village. Quand presque tous les Saxons de Transylvanie sont partis,
Caroline Fernolent, elle, est restée. Elle n'est pas allée tenter sa chance en Allemagne. C'est dans son pays qu'elle l'a trouvée. Lorsque nous avons hérité de tout ça, nous nous sommes dit qu'il était de notre devoir de le transmettre. C'est avant tout pour cette raison-là que nous sommes restés. Le problème, c'est que notre voisinage s'était disséminé. Nous ne pouvions plus compter sur ceux qui, par exemple, venaient réparer les toits quand c'était nécessaire et avec lesquels nous avions rénové l'église fortifiée. Ils étaient presque tous partis. Toutes nos structures saxonnes, avaient disparu. Alors petit à petit, nous avons mis sur pied une nouvelle communauté dans le village, un nouvel esprit communautaire. En commençant par intégrer les Roms à la communauté villageoise, comme George, le tuilier et ancien camarade de classe de Caroline. Tu en as fait combien déjà? 5000. Et tu dois en faire combien? On doit en faire 10 000 pour Almavies. Pour l'église? Oui, pour l'église. Quand est-ce qu'elles seront prêtes? Dans 2 semaines, je pense. Ça dépendra de la météo, comme toujours. S'il fait chaud et qu'il y a du soleil, elles sécheront vite. Sinon, on ne pourra pas les cuire. Celles-ci sont bien, elles sont sèches. Mais j'en vois d'autres là. Elles ne sont pas pour l'église, celles-là. Non, elles sont pour un particulier, c'est pour paver sa cave. Le carnet de commandes du maître tuilier est bien rempli. Ce n'est pas seulement de l'artisanat. Ce métier nécessite beaucoup de doigté, de savoir-faire. George est un bon tuilier. Il a redonné vie à cet artisanat. D'abord, il est important de donner du travail aux gens, que sa famille, son fils et sa fille aient eux aussi un emploi. Et ensuite, il est essentiel d'avoir de bons matériaux de construction. Sur les quelques 150 anciennes maisons saxonnes conservées, la plupart ont été restaurées. La priorité était de préserver leur caractère original. Beaucoup font aujourd'hui office de chambre d'hôte pour les touristes. Voici notre chambre d'hôte que nous avons rénovée dans le plus pur style traditionnel. Dans une pièce saxonne, il y avait toujours ce genre de poêle, que beaucoup de gens trouvent un peu bizarre. Ici, on faisait le feu. Là, on cuisinait, et là, c'était le four. La chaleur montait et le poêle chauffait toute la pièce. Je voulais absolument garder ces vieilles poutres. La maison date de 1760. Elle avait été rénovée en 1820. Nous avons donc nettoyé les poutres pour qu'il n'y ait plus de punaises. Comme il n'y avait plus de fenêtres, les hirondelles avaient fait leur nid ici. Mais maintenant, elles se sont installées dehors. Ça, c'est le placard mural. Je ne l'ai pas encore rénové, mais ça va venir. Et là-dedans, c'est comme un coffre-fort. Les Saxons y rangeaient leur schnapps et leur argent. Et les femmes gardaient la clé du coffre. Les Saxons n'attachaient pas beaucoup d'importance à la pièce d'habitation. Et l'espace réservé au lit n'était pas très grand. C'est pour cette raison que dans toutes les chambres traditionnelles saxonnes, il y avait toujours 2 lits doubles. Le vieux couple dormait en bas, les jeunes au-dessus. À Viskry comme à Botiza, les fermiers roumains n'ont jamais eu beaucoup d'argent. En tout cas pas suffisamment pour s'offrir des moissonneuses-batteuses et des machines à traire. Ils ont donc conservé un mode de vie que l'on redécouvre ailleurs. À Botiza, on faisait du bio bien avant qu'il ne soit en plein boom en Europe de l'Ouest. Même pour l'alimentation des cochons. C'est du yaourt, du lait de vache caillé. On le donne aux cochons. On pourrait en faire du fromage, mais comme on a des cochons, on préfère le leur donner. Les cochons de George Glodean n'ont jamais ingurgité ni aliments concentrés, ni antibiotiques. La saucisse, le salami et le lard n'ont besoin ni d'exhausteurs de goût, ni de conservateurs. La viande est stockée dans de la graisse et supporte très bien de longs transports. On les garde jusqu'aux fêtes et on en tue pour Noël.
Toute la famille en profite. Ma fille et mon fils sont en Italie, alors quand on égorge un cochon, on leur en envoie un morceau. Le cadet est à Londres, on lui en envoie aussi. Il n'attend que ça, manger de la bonne viande à Noël. La viande d'un porc élevé dans la basse-cour familiale est bien meilleure. Le goût des saucisses et du lard est différent. Dans d'autres régions du pays, le gouvernement est en train de reproduire les erreurs commises par l'Occident. Il mise tout sur les subventions de l'Union européenne et des exploitations de plus en plus grosses. Les petits agriculteurs subissent une forte pression. Mais à Botiza, on brave la tendance. Avec ça, nous fabriquons un type de pantalon traditionnel et une sorte de couverture qui nous sert de couette. On lave la laine, on la file et on s'en sert pour fabriquer notre linge de lit. Et des chaussettes pour mettre dans les bottes. La laine tient bien chaud. On fait des vêtements. Et pour les jeunes filles, le trousseau pour quand on les marie. Au temps de Ceausescu, l'État récupérait la laine. Aujourd'hui, plus personne ne s'y intéresse. C'est la démocratie. Et aucun patron ne vient chercher cette laine. Nous, les paysans, on s'en sert pour nous-mêmes, à la maison. Les jeunes reviennent aux traditions et beaucoup au village se remettent à porter les anciens costumes traditionnels. Dans le delta du Danube, en revanche, les jeunes sont sur le départ. Ici, impossible de fonctionner en autarcie. Sur les rives de l'immense réserve naturelle, le métier de pêcheur n'a aucun avenir. Pour construire son existence et fonder une famille, il faut bien plus que de maigres prises. La pêche du jour devrait malgré tout suffire à préparer une soupe de poisson que l'on dit légendaire. Maintenant, on va faire du feu. On mettra d'abord des oignons, des pommes de terre, des poivrons coupés en fines lamelles, des tomates en petits dés et un peu de sel. Quand ça commencera à bouillir, on ajoutera un mélange de poissons, brochets, silures, carpes, carassins. Il faut plusieurs espèces, sinon ce n'est pas de la soupe de poisson. Les spécialités régionales comme celle-ci pourraient bien être la clé d'un nouveau modèle économique. On fait de l'agrotourisme, l'agriculture dans le jardin, le poisson dans le delta et les touristes qui affluent. Ça marche vraiment bien, de juin jusqu'en octobre. Le tourisme est peut-être la seule solution réaliste pour gagner de l'argent dans cette région. Mais 25 ans après la chute du régime communiste, le secteur du tourisme en est encore à ses balbutiements. Le delta du Danube et la légendaire soupe de poisson de Maria Dimac ne sont pour l'instant connus que de quelques initiés. Quelques hôtels ont bien ouvert leurs portes dans la région ces dernières années, mais ils proposent des formules pension complète. Du coup, rares sont les touristes à s'aventurer jusqu'à la maison des Dimac. Quand on revient bredouille de la pêche, on doit y retourner jusqu'à ce qu'on trouve du poisson. C'est notre seul revenu. Et ce qu'on a attrapé aujourd'hui, c'est bien trop peu. La plupart des pêcheurs du coin sont dans la même situation que la famille Dimac. Et aucun ne sait vraiment comment s'en sortir. Il faudrait trouver un métier dont on pourrait bien vivre. Pas comme la pêche. C'est trop aléatoire. Tu peux lancer les filets pendant 1 mois ou 2 et ne rien attraper du tout. Tu peux juste passer ton temps à poser et récupérer tes filets sans rien en tirer. Ça vaut pas le coup. Que ce soit à cause de la mentalité des gens, des directives européennes en matière de protection de l'environnement, des séquelles du communisme,
la région ne parvient toujours pas à tirer son épingle du jeu, malgré son caractère unique et sa beauté. Au départ, Viskri n'était pas mieux loti. Aujourd'hui pourtant, ce petit village est connu dans le monde entier. John Aykroyd est botaniste et depuis plusieurs décennies, ce Britannique concentre ses recherches sur la biodiversité en Transylvanie. Ici, il a découvert un trésor qui fascine également ses artistes anglaises. Ce sont avant tout les églises de la région qui ont attiré les visiteurs. Grâce aux investissements suffisants, les travaux pour leur rénovation avancent bien. Et j'espère qu'après la réhabilitation des églises et des villages, on s'occupera des paysages ruraux traditionnels. Les touristes commencent aussi à venir en Transylvanie pour admirer les fleurs sauvages, les oiseaux, les animaux et toutes les choses étonnantes que l'on trouve ici. Dans cette région, il y a encore des ours. C'est l'un des rares endroits sur Terre où des ours vivent encore dans la forêt. Ces peintres britanniques ont décidé de documenter la diversité botanique de la région. La Roumanie, et tout spécialement cette partie de la Transylvanie, peut s'enorgueillir d'un très large éventail de fleurs sauvages. Et ces fleurs doivent absolument être cataloguées pour la postérité. C'est une autre façon de protéger la nature, dresser un inventaire des fleurs sauvages roumaines pour les générations futures. L'idée est que ces études documentaires soient publiées un jour dans un ouvrage de botanique qui fera référence. Tout ce qui a disparu de la majeure partie de l'Europe existe encore ici. Et c'est ça qui est passionnant. Ça ne permettra peut-être pas de recoloniser l'Europe avec ses plantes et ses animaux d'origine. Mais ce qui est certain, c'est qu'une partie des richesses qui ont été détruites dans d'autres régions d'Europe a survécu ici en Transylvanie et ailleurs en Roumanie. Comment ça se passe? Bien. Elles sont vraiment toutes petites, minuscules. Quand on regarde les photos des livres les plus récents, on voit que c'est une espèce qui comprend beaucoup de variétés. Et celle-ci est typique de la région. Tu pourrais m'apporter des feuilles de basilic et quelques racines? D'accord. Pendant des siècles, les champs qui entourent Viskri n'ont connu ni engins motorisés, ni engrais, ni pesticides. Par la force des choses, leurs techniques agricoles peu invasives ont permis la survie d'une variété extraordinaire d'herbes, de fleurs et de plantes. Reconnaître la valeur de ce trésor et le préserver peut être un moyen de sortir de la pauvreté. L'objectif étant de trouver une opportunité lucrative quelque part entre l'exploitation de la nature et sa préservation. Si les prairies étaient exploitées de façon moderne, avec des faucheuses innovantes par exemple, cela pourrait constituer un modèle pour de nombreuses régions européennes. Il est possible et important de permettre aux petits exploitants agricoles de gagner correctement leur vie, pour qu'ils restent ici et continuent à entretenir les paysages culturels de leur région. Il ne s'agit pas de maintenir les gens dans une pauvreté pittoresque. C'est une intention qu'on nous a parfois prêtée. Ce n'est absolument pas notre objectif. Nous sommes pour le développement rural, mais sans que cela détruise tout ce qui est primordial ici. Ce n'est pas un hobby réservé à une classe sociale privilégiée. Il s'agit de préserver une part conséquente de l'héritage européen et roumain et du patrimoine culturel mondial. Il en va de notre survie à tous. Dans les monts Apuseni de l'extrême ouest de la Roumanie, cet héritage se traduit déjà en argent sonnant et trébuchant. Florin Pacourar, professeur en biologie à l'université de Cluj, est l'un des initiateurs du projet Apuseni. Ce projet a été monté en collaboration avec l'université de Fribourg. En explorant quelles perspectives la région pouvait offrir à ses habitants, scientifiques roumains et allemands ont découvert un fabuleux trésor encore inexploité. Depuis 2009, un groupe allemand de cosmétiques bio s'est associé au projet.
Ici, viabilité environnementale et économie ne sont pas en contradiction. Au contraire, elles se complètent. L'objectif du projet Apuseni était d'étudier toutes les facettes, tous les atouts dont pouvait disposer le village de Guettari, où nous sommes actuellement. Au cours de nos recherches, nous nous sommes penchés sur le potentiel des plantes médicinales. Ici à Guettari, mais aussi à Okoale et sur tous ces plateaux, l'arnica pousse en abondance. Et nous nous sommes aperçus que l'arnica n'était pas utilisée de manière durable. Au début du XXe siècle, comme l'agriculture était en perte de vitesse, les habitants de cette région, appelée Pays des Motsi, se sont tournés vers l'industrie du bois. Mais l'exploitation abusive des forêts depuis 1990 a également épuisé cette ressource. Grâce aux plantes médicinales, nous essayons de créer une nouvelle source de revenus pour les gens de la région. L'idée étant qu'ils s'intéressent aussi davantage à la biodiversité. L'agriculture intensive est suffisamment présente en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, un peu partout en fait. Aujourd'hui en Roumanie, nous devons faire quelque chose de différent. La saison dernière, 20 tonnes de fleurs d'arnica ont été récoltées. Cette activité a rapporté aux familles qui participent au projet un revenu de quelques 60 000 €. Les fleurs fraîches sont déposées dans des points de collecte où les cueilleurs sont immédiatement rémunérés. Après quoi, les fleurs sont transportées par camion réfrigéré jusqu'au site de séchage. Alors, combien on en a reçu aujourd'hui? 70 kilos, d'accord. Elles sont belles. C'est vraiment de la très bonne qualité. Depuis 2007, la première étape du processus de transformation ne se déroule plus en Allemagne, mais sur place, à Guettari. Petit à petit, des emplois qualifiés sont ainsi créés. 20 tonnes de fleurs brutes sont réduites en 3,5 tonnes de matière sèche. Pour l'heure, la cueillette et la transformation de l'arnica ne procurent que 4 à 6 semaines de travail par an. Mais d'autres plantes médicinales vont bientôt venir étoffer l'offre. Dans le delta du Danube, le seul bénéfice que les pêcheurs tirent de la nature, c'est leur soupe de poisson quotidienne. On sort le poisson de la soupe et on va le manger en premier, avec les légumes et une sauce à l'ail. Ensuite, ce sera le bouillon. Voilà, directement du delta dans la marmite. Même si les touristes ne trouvent pas encore le chemin jusqu'ici, les visiteurs sont toujours les bienvenus. Mircea Gogu va souvent chez les Dimace, qu'il apprécie depuis longtemps. Mircea est ornithologue. Depuis 4 décennies, il se bat pour la renaturation du delta, dont il connaît bien les richesses. Pour autant, il comprend aussi les pêcheurs qui craignent de tomber dans la pauvreté à cause de normes environnementales toujours plus strictes. Mircea rêve d'un delta où les hommes aient aussi leur place. À Botiza, on ne travaille pas aujourd'hui. C'est dimanche et l'heure d'aller à l'église. Les vêtements les plus beaux et précieux sont ceux du costume traditionnel. On ne les sort que pour les fêtes et la messe. Pendant 45 longues années, il était plutôt mal vu d'aller à l'église en Roumanie. Mais la foi chrétienne a survécu. Aujourd'hui, l'église est à nouveau le plus important lieu d'échange et de rencontres, surtout dans les régions rurales. Beaucoup de jeunes quittent le village et partent même s'installer à l'étranger, comme les enfants de Gheorghe et Maria. Mais après ses études, leur fils, Vassile, est bien décidé à revenir au pays pour exercer le métier d'ingénieur.
Pour les jeunes de Botiza, la religion est une ancre dans un monde en pleine mutation. Entre travaux des champs, talons hauts et téléphones portables. L'ornithologue Mircea Gogu travaille la nuit. Si son bureau se trouve au ministère de l'Environnement à Bucarest, son lieu de travail est à Sfântu Gheorghe, sur l'embouchure du Danube. Il observe les populations d'oiseaux et d'animaux sauvages dans tout le delta. En 1990, la Roumanie a été le premier pays riverain du Danube à déclarer sa partie du delta réserve de biosphère. Celle-ci a même été inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Émile et Dragoș sont eux aussi à pied d'œuvre. Ils ont déjà remonté la plupart des filets sur leur zone de pêche. Et cette fois encore, ils sont à moitié vides. Dans le reste du delta, en revanche, la faune se porte bien. Écologiquement parlant, le développement du delta du Danube est dans une dynamique positive. Pour qu'un écosystème soit considéré comme bien protégé, il faut que les populations d'espèces au sommet de la chaîne alimentaire, ici les grands rapaces, soient en croissance permanente. Prenons par exemple un symbole du delta, le pigargue à queue blanche. Avant, on ne dénombrait que 5 à 6 nids et on les observait comme des sanctuaires. À cause des pesticides, la coquille des œufs était trop dure et les oisillons n'arrivaient pas à la percer pour éclore. Ou inversement, la coquille était trop molle et s'écrasait sous l'adulte qui couvait l'œuf. Nous sommes passés de ces 5-6 nids à plus de 20 aujourd'hui, ce qui veut dire une situation écologique très positive. Mais ce développement positif, ce sont les pêcheurs qui en paient le prix. Au départ, j'étais content de revenir au village pour devenir pêcheur. Je pensais que tout irait bien. Pendant 12 ans, j'ai pêché des sturgeons. Mais ensuite, cette pêche a été interdite et on n'a pas eu d'autre alternative. C'est difficile de vivre uniquement de la pêche de poissons autorisée. Il n'y a pas de nouvelle génération de pêcheurs. Le plus jeune a 30 ans. La majorité a plus de 50 ou 60 ans. On est de moins en moins nombreux et personne ne prend la relève. Aujourd'hui, les jeunes n'acceptent plus de travailler sans aucune perspective. Si rien n'est fait, ce métier va disparaître dans la région. Et les pêcheurs ne sont pas les seuls touchés. C'est toute la chaîne de production qui est au bord de la ruine, jusqu'aux livreurs. Pour Émile Dimace, la pêche est à nouveau plus que décevante. Il n'a attrapé que quelques carassins. Autrefois, les tarifs étaient fixes et réglementés par l'État. Mais aujourd'hui, les pêcheurs sont rémunérés au prix du marché. Or, les carassins ne rapportent pratiquement rien. Ici, on s'est habitué à voir les pêcheurs faire grise mine devant la balance. J'ai touché très peu d'argent. Ce n'était pas un poisson qui valait cher. Alors, je n'ai même pas récupéré l'argent dépensé pour me déplacer. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les poissons que les pêcheurs n'ont pas le droit d'attraper dans la réserve naturelle finissent dans l'estomac des oiseaux. Et ils prospèrent admirablement. Mircea Gogu s'en félicite. Mais l'ornithologue sait aussi que les pêcheurs ne devraient pas en faire les frais. Si les populations de poissons sont en baisse constante, ce n'est pas la faute des pêcheurs, c'est celle des humains en général. Si on fermait les canaux artificiels qu'on a créés, si on respectait de nouveau les vieilles cartes du bassin et du delta du Danube, je pense que tout pourrait prospérer.
Il faudrait un tourisme ornithologique pour faire vivre les gens d'ici qui n'ont pas conscience de la valeur de cette terre. Il pourrait promener les touristes dans le delta. Mais cela doit être fait avec du bon sens et beaucoup d'amour. Les habitants de Botiza n'ont jamais eu à chercher un équilibre entre protection de la nature et économie. Loin des bureaucrates de Bruxelles et de Bucarest, ils ont toujours pu faire leur propre cuisine. C'est du bouillon aigre. On y rajoute la viande, ensuite les œufs. Ça doit bouillir pour relever le goût. Et puis on peut servir. Pendant que Maria prépare la soupe, Gheorghe s'occupe du plat de résistance. Une poêlée de viande fine et de saucisses rustiques. En guise d'apéritif, du schnapps de prune, très doux malgré ses 50% d'alcool. Autour de la table, 3 générations sont rassemblées. Il ne manque que les enfants de Maria et Gheorghe. Depuis Milan et Londres, ils racontent parfois à leurs parents combien Botiza leur manque. Și nu ne duce pe noi în cale de spiță, ce ne izbăvește de cel rău. Că a ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Le bonheur ne dépend pas de la richesse. Le bonheur, c'est d'avoir assez pour vivre. Quand rien d'essentiel ne nous manque, on touche au bonheur. L'argent n'apporte que des soucis. Tu penses qu'il t'en faut encore, et tu cours pour en accumuler toujours plus. Non. Nous sommes heureux de la vie que nous menons ici. Selon les statistiques, la Roumanie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Pourtant, certaines de ces régions foisonnent de richesses étonnantes.